original pour entrer dans la lumière. Dominica. Ça commence bien. Ça commence pas mal, non? C'est un peu troublant, mais en même temps, c'est très joli à l'image de cet album que vous nous avez offert au mois d'octobre et qui marque 30 ans de carrière. Alors j'allais dire Dominique A comme année, Dominique A comme anniversaire et Dominica comme album, avec un double cadeau, une version symphonique sur une face et une version trio sur l'autre. Est-ce que ça fait écho à un petit peu votre personnalité, d'un côté le côté un peu lyrique et de l'autre le côté un peu intimiste? Ouais, je crois, ouais. En fait, l'idée, c'était de... Au départ, ça devait être qu'un projet symphonique. Donc, qu'un projet symphonique. Vous voyez la modestie. Mais c'était une proposition de l'Orchestre de chambre de Genève, donc de faire des concerts autour de mes vieilles chansons avec un orchestre. Alors, un orchestre de chambre. Alors, moi, j'imaginais qu'ils étaient 8, mais la chambre était grande. Ils étaient 44. Et donc, l'idée de capter, c'est de faire un enregistrement de ces concerts est tout de suite venu à l'esprit. Je trouvais que c'était bien. Enfin, c'était le moment pour moi de faire un petit peu un espèce de regard en arrière. Et dans le même temps, c'est vrai que je me disais, si c'est rétrospectif, ça ne couvre qu'une partie de ce que j'aime à faire. C'est-à-dire, j'aime aller sur le terrain, à la fois des choses assez expansives, assez maximalistes. Et puis, l'autre versant, c'est d'où je viens, c'est une forme de sobriété, de minimalisme, on va dire. Ouais. Je vais dire le mot. Mais justement, il y a chez vous le sourire, la douceur comme ça qu'on reçoit d'emblée. Puis en même temps, il y a une sorte de gravité, pour ne pas dire une sorte de petite tristesse. Le vrai Dominique A, il est entre les deux? Moi, je me sens plein de pesanteur, mais je suis sociable. Donc, dans la vie de tous les jours, je suis assez, je pense, facile. Rigolo? Oui, je crois. Ouais. Je crois qu'on s'ennuie pas avec moi, si j'en crois mes amis. Non, mais oui. Alors après, il faudrait demander à la personne avec qui je vis. Hein. Mais je suis sociable, on va dire. Je suis pas à l'image de ce que je propose artistiquement, qui est un petit peu, j'ai envie de dire, ce qui est vraiment au fond de moi, en fait. Qui sort comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'essaye d'être léger, j'y arrive pas vraiment, ça sonne forcé. Donc maintenant, je lutte plus, en fait. J'accepte d'être un peu lourd, un peu grave. Un vrai réaliste, un vrai grave, et donc en même temps, quelqu'un d'assez léger. On est toujours mal placé pour se voir soi-même. Moi, déjà, j'ai dû... Percevoir ce qu'on fait en tant qu'artiste, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose et on croit faire autre chose. Et les gens vous disent, mais non, mais toi, tu fais ça. Et vous vous défendez parce que vous n'avez pas cette idée de vous-même. Et puis, au bout d'un moment, vous entendez vraiment ce que vous avez fait. Et vous dites, effectivement, quand on me dit c'est triste, quand on me dit c'est grave, oui, je l'entends et je l'assume. Et puis maintenant, je me suis livré. C'est-à-dire que je suis capable de me livrer. Alors, quand vous étiez enfant, vous disiez que vous étiez une véritable huître dans une éducation très, très sobre, très humble. Du coup, est-ce que l'écriture, la chanson, ça vous a permis aussi de sortir des choses que vous n'auriez jamais pu sortir parce que le naturel est là? Oui, je crois que en fait, le point de départ, c'est l'ennui. Le point de départ, c'est quand on a comme ça une vocation artistique qui se dessine, c'est que vous vous ennuyez. Et je crois qu'à un moment donné, pendant mon enfance, je m'ennuyais tellement. J'étais dans un village. Il n'y avait pas grand-chose à faire. En Seine-et-Marne, au milieu des champs. Et la musique et le dessin aussi sont apparus comme des portes de sortie, en fait. Et tout de suite, ça m'a passionné, libéré, je me suis épanoui là-dedans. Et est-ce qu'après 30 ans d'activité, de carrière, même si je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui de sortir les choses? Ah non. Non, j'en parlais l'autre jour avec un collègue, Vincent Delerme, pour ne pas le nommer, qui est passé à Nantes présenter son film, et on se disait, moi avant je pissais de la chanson, c'est-à-dire... ça venait vraiment comme ça, et plus ça va, plus c'est dur, en fait, parce que c'est pas l'idée que ça, on l'a déjà fait, c'est plutôt que je pense qu'au bout d'un moment, la source se tarit un petit peu, il faut l'accepter, et ça veut pas dire que ce qui va sortir sera moins bon, mais il va falloir creuser plus profond.
Donc, je creuse plus profond qu'avant. Ouais. Les mots, les textes, c'est toujours le nerf de la guerre. En fait, si j'ai pas les mots, la musique, ça va. Parce que la musique aussi, c'est souvent un travail. Là, le disque en est la démonstration. C'est un travail en commun. Donc, si vous butez, il y a toujours des camarades pour vous aider à sortir de l'ornière. C'est plus les mots. Là, vous êtes tout seul. Enfin, là, je n'écris pas à quatre mains. Je ne demande pas à des gens d'écrire pour moi parce que j'ai envie de porter mes mots. Et puis, malgré tout, il y a un plaisir à sortir ça. Mais c'est vrai que faut attendre. Il y a des moments où j'ai l'impression que j'ai plus de choses à aborder, où je ne saurais plus comment dire les choses. Et puis finalement, ça revient. Là, hier soir, un truc est revenu. Bon, je ne sais pas pourquoi. L'instant, c'est des choses qui vous parlent, qui vous aident. C'est quand même une mécanique. Au-delà de l'instant, c'est-à-dire, c'est un état d'esprit. Il y a des périodes différentes. C'est-à-dire, il y a des périodes où je suis interprète de mes chansons, comme quand je suis en tournée, où j'écris rien, en fait. Où j'ai pas la tête à ça, en fait. J'ai la tête simplement à retranscrire ce que j'ai écrit à un moment donné avec des camarades. Et il y a des moments où on n'est pas en tournée et où là, l'écriture est censée revenir, mais ça met du temps. C'est une mécanique qui s'installe. C'est une forme de porosité, de perméabilité à tout, en fait. Mais qui est pas perpétuelle, en fait. Qu'il faut aller rechercher. Et ça, c'est un peu de temps. Oui. Et quand c'est là, par contre, c'est génial. Et malgré tout, le dénominateur commun, c'est le verbe, oui, qui a toujours eu beaucoup d'importance pour vous. Est-ce qu'il a autant d'importance que lorsque vous étiez enfant, ou est-ce que vous l'abordez différemment aujourd'hui? Ce verbe, c'est ce rapport à l'écriture, ce rapport au dire, ce rapport à la description. Disons qu'aujourd'hui, j'en sais plus le caractère impérieux et puis l'importance. Avant, j'avais l'impression que finalement, ce n'était pas si important que ça faisait partie de la musique, en fait. Et que, bon, on pouvait raconter un peu ce qu'on voulait, même éventuellement n'importe quoi. Mais maintenant, je suis vachement plus vigilant. Et après, il y a un truc qui est formidable, qui est un indicateur vraiment ultime, c'est le rapport du corps avec les mots. C'est-à-dire que quand je chante, je sais d'emblée si ça va ou ça va pas. Il y a des fois, il y a des textes, il y a des zones un peu d'ombre dans ce que je raconte. Je comprends même pas moi-même ce que j'ai voulu dire, mais j'ai du plaisir à le chanter. Et si le plaisir est là, si je suis pas mal à l'aise avec cette opacité, j'y vais. Si par contre je sens que c'est de l'opacité pour l'opacité, que finalement ça noie le poisson pour pas raconter un truc un peu plus précis, j'abandonne la piste et je passe à autre chose. C'est intéressant parce que même le langage du corps, donc du coup, oui, vous aide à écrire et vous aide à orchestrer. Alors pas à écrire, mais à décider si ce que j'ai écrit va être finalement va faire l'objet d'une chanson ou pas. On est loin finalement des Brel, des Ferrat que vous écoutiez enfant chez vos parents à Provins. Loin et pas loin quand même. Ils sont quand même bien là en embuscade. Hein. Je dis en embuscade parce qu'ils m'ont bien pourri la vie. Ouais, ben c'est en fait... je crois que... Alors, quand on me demandait avant ce que je faisais, j'avais toujours du mal, évidemment. Mais maintenant, je crois que tout simplement, moi, je suis un enfant de la rive gauche, matinée de New Wave anglaise des années 80. Donc, je suis à cette rencontre-là et ça a donné ça. Ça donne ce type de chanson-là. Qu'est-ce qui représente aujourd'hui pour vous ces grands chanteurs que vous avez, donc, qui vous ont bercé finalement? S'ils sont dans votre panthéon personnel? Est-ce que vous les réécoutez? Quel rapport vous avez avec leurs textes aujourd'hui? Je ne réécoute pas forcément. Ils font partie de ma culture musicale au même titre que des tas d'autres choses. C'est-à-dire, c'est pas une façon de botter en touche de vous dire ça. C'est vraiment... ils m'ont nourri à l'origine, quand j'étais enfant. Et puis après, j'ai eu besoin de me couper d'eux pour me nourrir d'autres musiques. Et aujourd'hui, ils font partie de toutes mes références. Je ne les mets pas au-dessus. Je mets pas Brel au-dessus de Joy Division. Ah oui. Je les mets à égalité. Dans votre parcours personnel. Ou de Nick Drake, ou de, je sais pas moi, Nico,
Voilà, des gens comme ça. Pour moi, ça fait partie d'une culture musicale, de gens qui m'ont nourri à égalité, j'ai envie de dire. Alors pour eux comme pour vos chansons, vous dites que les chansons, il faut les réactiver, sinon elles meurent. Oui, je crois. Est-ce que, par exemple, vous, comme vous l'avez fait pour Léo Ferré, est-ce que vous pourriez un jour imaginer un album de reprise de ces chanteurs-là? Ouais, j'y ai pensé à un moment donné, mais ça aurait été mêlé à des trucs plus contemporains. Ça n'aurait pas été la rive gauche réinterprétée par. Ça m'intéresse pas, en fait. Et puis, en fait, je trouve qu'il y a des... Pour moi, par exemple, reprendre Brel, c'était longtemps un interdit, en fait. Et finalement, je m'y suis essayé sur la chanson qui m'a amené vraiment à aimer les chansons. C'est une chanson de Brel qui n'est pas une de ses grandes chansons, en fait, c'est La Fanette de Brel. Et j'ai, pour un spectacle qui était une lecture musicale, comme on dit, je l'ai interprété de façon alors vraiment sobrissime. Et ça m'a, en fait, je me suis dit, ben voilà, je la reprends à ma façon. C'est pas, il n'y a pas idée de se mesurer à. Il y a simplement l'idée de faire à sa façon. Et une fois qu'on accepte ça, bah, c'est plus simple. Réinterpréter? Oui. Oui, réinterpréter. Oui, bah oui, on a cette liberté. On n'est pas obligé de marcher dans les pas d'eux. On marche. Déjà, faut arriver à marcher dans ses propres pas. Alors, c'est pas simple. Puisqu'on parle des souvenirs, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Ben, volontiers. Ah, il y en a plusieurs. Alors? Tout en un. Alors, j'ai entendu plusieurs choses, mais là, j'ai entendu 3 mesures de Gisors partir. Absolument. Ouais. Il faut entendre la voix, il faut aller jusqu'à la voix. Parlez-nous de cette rencontre et de cette première écoute. Ah, c'est étonnant, cette chanson, parce que j'ai bien conscience que c'était, d'une certaine façon, c'est abominable. Mais en même temps, quand la première fois que j'ai entendu, et la seule fois où j'ai entendu cette chanson sur les médias, enfin c'était à la télé, c'était après l'élection de Mitterrand en 80, il y avait plein d'émissions de musique qui ont émergé, et il y avait notamment une émission qui s'appelait Studio 3, qui était le mercredi en fin d'après-midi, et passait ce chanteur, Gisors, de son vrai nom Dominique Petit, qui venait de la ville de Gisors et qui avait trouvé rien de mieux que de prendre comme pseudonyme le nom de sa ville. Enfin, bref. Et cette chanson j'avais 13 ans, m'a littéralement happé, quoi. Alors, je sais pas pourquoi, le côté très romantique du texte, qui est voilà, en grosso modo une femme qui demande à son amant de l'envoyer dans les limbes. Et le truc de synthé derrière, le son très new wave d'époque, tout ça me parlait énormément. Ça me faisait complètement partir. Partir. Quel est le titre de la chanson? Alors à cette époque-là aussi, vous découvrez donc entre 10 ans et 13 ans, 14 ans, vous découvrez Police, vous découvrez Bashung. Alors paradoxalement et bizarrement, dans une émission de télévision que tout le monde a oublié ou presque, s'appelle Le Colaro Show. Ah oui. Oui, tout à fait, oui. Ben, c'était la première fois qu'il a interprété Gabi au Gabi, qui est la chanson qu'il a propulsée sous les feux des projecteurs. Oui. Alors, Bashung, ça a été un peu un aller-retour avec lui. Alors, au début, j'aimais beaucoup quand j'étais gamin. Après, je me suis un peu... quand j'ai commencé à être musicien, je trouvais qu'il y avait beaucoup de jeux de mots, que c'était j'étais pas à l'affût de ce qu'il faisait. J'y suis revenu vraiment tardivement en 2002 avec l'Imprudence, qu'on a son album Ferréen pour le coup, très influencé par la rive gauche pour le coup et la musique contemporaine aussi, et puis l'électro, enfin un disque assez étrange et moi qui m'a fasciné. Et du coup, je me suis replongé dans les albums que j'avais loupés de Bashung, y compris Fantaisie militaire, à côté duquel j'étais complètement passé. Et donc, oui, après, c'est devenu... voilà, c'était le commandeur, hein, Bashung. Et d'une certaine façon, par rapport à ce type de chanson, ça l'est toujours. C'est-à-dire que depuis Bashung, bah... Hein, à qui il y a eu Murat, mais Murat, il a un peu sabordé sa propre carrière, en fait. Donc, mais bon, c'est des gens qui m'ont nourri, que je continue à écouter.
que je continue énormément à écouter. C'est des gens qui se sont quand même inscrits dans la longévité. Or, on est là, chez vous, à une date anniversaire qui est importante. Donc, vous êtes dans cette longévité. Durer, c'est compliqué. Oui, enfin, j'ai cru le comprendre. Mais je m'en rendais pas compte, heureusement. Et puis, j'avais pas... Quand j'ai commencé, je me disais pas que j'allais durer, en fait. Que j'allais rester, que j'allais continuer. Et j'ai été porté par les gens, les gens avec qui je travaillais, et puis par peut-être aussi quand même une pulsion en moi de création qui était un peu qui était irrépressible en fait. Mais j'étais porté aussi par les gens avec qui je bossais, et puis le public, un petit public, mais très derrière moi, et qui m'a permis d'avoir envie de continuer. Je crois que c'est ça aussi. On n'a pas une carrière ou un cheminement sans les gens. Ouais. C'est pas possible. 3 étapes. Est-ce que lorsque vous étiez enfant, à Provins, vous vous êtes un jour imaginé faire une carrière qui aurait aujourd'hui 30 ans? À 22 ans, lorsque vous commencez à être connu, lorsqu'on parle de Domenica et qu'on commence à écouter ces chansons et qu'elles ont cet accueil public et critique qui est encore aujourd'hui présent. Et aujourd'hui, celui qui fête ses 30 ans, est-ce qu'il y a vraiment des différences fondamentales qui se sont dessinées ou pas? Oui, parce que j'ai jamais imaginé, même gamin, je rêvais pas de ça. En fait, c'était presque interdit en fait de se permettre ce rêve-là. Je voulais juste, au fur et à mesure, quand j'ai été adolescent, je me suis dit, quand même, j'aimerais bien faire un disque une fois dans ma vie. Voilà, c'était tout. Et quand j'ai sorti mon premier disque, qui était un laser, disque laser, comme on disait à l'époque, je me disais, voilà, c'est fait. Et je me disais pas, ça va continuer. Ce qui a fait que ça a continué, c'est que ça a été écouté, ça a été entendu, et du coup, ça a donné l'impulsion pour continuer. Mais continuer, ça faisait pas partie de mes plans, pour la bonne et simple raison que j'en avais pas de plan. Alors, on a parlé de Gisors et cet étonnement, notamment la voix, le son new wave qui commence quand même à vous imprégner. Et puis, il y a la scène. Et là, je veux vous montrer quelque chose. C'est où? C'est là? C'est là. Allez. Alors si j'ai bien révisé, vous avez 14 ans. Ouais. Vous vous pointez à un concert de Sappho, avec un peu la trouille d'ailleurs, hein, une sorte de pudeur comme ça. Alors ce qui se passait, c'est que c'était mon premier concert véritablement, et j'avais peur de ne pas supporter le volume sonore des concerts. Je me disais, j'étais assez sensible, et je me disais, mais non, ça va être trop fort pour moi. Voilà. Mais c'était à la Fête de la Paix, c'était un festival où elle jouait sur une scène. Mais il y avait eu auparavant, j'étais allé la voir, alors j'étais vraiment mordu fan, voilà. Et j'étais allé la voir dans une station de radio qui s'appelait Radio Seine-et-Marne. Et elle faisait une interview, et l'animateur, je sais pas, j'avais participé, bon, je sais pas, à un concours de lycée, il savait que j'étais fan de Sappho, il me dit, bah, si tu veux, tu viens. Donc moi, je suis allé avec mon père à Melun, à 50 km de... Et comment on est face à quelqu'un qu'on considère comme une héroïne ou quelqu'un dont on est fan? Comme tout fan face à son idole, hein, on est en pamoison, et puis voilà, mais c'est rigolo, maintenant on se connaît avec Sappho, on a même fait une chanson ensemble qui sortira peut-être un jour, et ce rapport-là, bon, avait disparu déjà entre-temps, parce que le moment où je l'ai rencontré, il s'était passé quand même pas mal de temps, mais il y a des fois, il y a des petites réminiscences en fait quand je suis face à elle, je me dis quand même. Mais par contre, on a un rapport, on s'est tout de suite entendu comme larron en foire, comme deux bons amis en fait. Donc évidemment, le rapport de fan, il est passé aux oubliettes. Il a été évacué très vite. Tout de suite. Ouais. Parce qu'on s'entend très bien. C'est-à-dire, c'est très amical, on se marre bien, et voilà. Cette simplicité du rapport
aux fans. Je ne suis pas sûr que le mot d'ailleurs vous plaise tant que ça, mais vous Il n'y a avez pas beaucoup d'autres. Hein. Voilà, vous avez un public de gens qui vous suivent depuis le début, très très fidèles, on va dire. Je crois que c'était dans Détour que vous aviez même publié quelques textes, hein, leur rapport à votre musique. Est-ce que c'est quelque chose que vous referiez aujourd'hui? Et si oui, qu'est-ce que vous aimeriez que vos fidèles vous disent? Fidèle, ça fait sanctuariser un peu. 30 ans quand même. Ah bah non, mais non, justement, je reçois les témoignages toujours avec beaucoup d'attention et j'ai pas envie qu'on me dise quoi que ce soit. J'ai envie de savoir ce que les gens ont à me dire. Ah non, moi je suis très... justement, vous parlez du Détour, donc c'était déjà une rétrospective, donc c'était en 2002, il y avait donc des lettres, et il y en avait une notamment qui m'avait marqué, elle m'avait marqué à ce point que j'en avais fait une chanson, enfin j'avais utilisé une des phrases que la personne avait écrite pour concevoir une chanson c'est en rapport avec sa lettre, mais quand même, c'était une chanson qui s'appelait « Pendant que les enfants jouent ». Et dans sa lettre, elle expliquait qu'elle me croisait régulièrement au parc ou au manège avec mon gamin, et qu'elle était elle-même avec ses enfants, et qu'elle mourait d'envie d'aller vers moi me parler, mais qu'elle n'osait pas. Qu'elle n'osait pas. Elle disait « Et pendant que les enfants jouent », et tout de suite, ça fait titre. Je me suis dit « Ah, quel beau point de départ ». Et voilà. Le rapport est simple avec ceux que vous croisez dans la rue, qui vous apprécient, qui connaissent vos chansons ou... Oui. Franchement, les gens qui me suivent sont très respectueux. Hier, j'étais dans le bus, j'ai relevé la tête et j'ai vu juste une personne qui me souriait. Voilà. Elle n'est pas venue me demander un selfie ni rien, mais manifestement m'avait reconnu et m'aimait bien. Voilà. Et ça suffit comme un échange très simple. Ah ben, c'est génial. En termes de non-intrusivité, c'est génial. C'est génial. Et accepté sans doute par beaucoup d'artistes qui, eux, sont un peu gavés par... oui, mais bon, voilà, moi je suis pas méconnu, mais je suis pas un artiste populaire. Voilà, donc j'ai pas les inconvénients. Est-ce que vous le regrettez, ça, de ne pas être un artiste populaire? Non, en fait, ça paraît toujours faux cul quand on parle de ça, donc je me méfie de ma propre parole. On en veut toujours plus. Quand on est chanteur, on veut toujours être plus connu autour de vous. On vous incite aussi. On aimerait bien que ça marche plus. Alors, je ne sais pas si c'est une défausse. J'ai souvent dit que j'aspirais à ce que mes chansons soient plus connues, effectivement. Mais moi, en tant que personne, j'ai mon compte. Ça me va très bien, quoi. Alors, dans ce cas-là, on peut dire, oui, mais pourquoi, dans ces cas-là, ne pas écrire pour d'autres? Ce que vous faites aussi, ce que je fais aussi, mais ça ne me suffit pas, parce que j'aime l'idée de l'incarnation, j'aime l'idée que les chansons soient portées par ma voix. Mais le fait de ne pas être sollicité tout le temps, ça me va très bien. J'ai l'impression que des fois, que mes chansons pourraient aller vers plus de gens qui n'ont pas l'occasion de les entendre. Mais après, en même temps, on est saturé de chansons de partout. Donc, on reviendra sur ces collaborations dont certaines m'ont toujours paru un peu bizarre, mais bon. Ouais, allons-y. on en parlera juste il y a, puisqu'on évoquait Gisors pour la voix, pour l'époque, Sappho pour la scène. Il y a, j'ai remarqué dans votre biographie, il y a deux choses qui m'ont été. Il y a deux profs. Si j'ai bien compris, il y a un prof de français qui était finalement, et ça vous ne le saviez pas, qui était critique de rock. Ouais, de hard rock. Même. De hard rock. Et puis il y a aussi, donc là vous aviez 13-14 ans, non, c'est plus tard, 13-14 ans. Vous avez au aussi collège. le père d'un copain. Oui. Qui lui aussi allait à Londres pour ramener des imports de groupes comme le Clash ou les Stranglers ou The Cure. Est-ce que ils ont une influence, même inconsciente sur vous, ces profs ou pas? Alors, le père de mon copain qui ramenait les disques, oui, il y a une influence directe parce qu'on entendait en temps réel ce qui se produisait. C'était pas évident avant d'écouter ce qui se produisait. C'est-à-dire que j'achetais, moi, la presse musicale. À l'époque, c'était Best et Rock and Folk. Hein. Absolument. Mais avant de mettre un son sur les noms qu'on lisait, il se passait du temps. Donc, avec le père de mon copain, qui est toujours en vie et qui a eu maintenant 8000 disques chez lui, dont il se propose de vous les donner. C'est vrai. Rétrocéder une partie. Il faut les accepter. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non. Et
Non, mais il nous ramenait, voilà, il nous a écouté des trucs, on écoutait les Specials, on écoutait voilà, tout ce dont on entendait parler, mais sur lesquels on ne pouvait pas mettre forcément un son, parce que c'était pas passé à la radio, ça passait pas forcément à la télé. Donc voilà, on les écoutait en temps réel. En temps réel aussi, ça c'est important. Quand on écoute un disque des Stranglers, voilà, non pas 10 ans après, mais au moment où ça sort. Et puis ce prof, là, c'était mon prof de français latin, oui, Hervé Picard, qui avait une double vie, en fait, qui était rock critique, qui partait le week-end, il m'a raconté ça après, hein, il prenait l'avion à Roissy pour aller interviewer, je sais pas moi, Iron Maiden à Los Angeles. Et puis il revenait le lundi, nous parlait de Victor Hugo et de Catulle, et sans rien en dire à personne, et même ses collègues n'étaient pas au courant. Et je l'ai su. On savait qu'il y avait un truc, mais on ne savait pas quoi. Et on n'arrivait pas, des fois on essayait de l'asticoter, on savait qu'il s'intéressait à la musique, mais bon. Et puis un jour, le Poteau Rose a été révélé par une lettre que j'ai reçue justement d'un fan qui l'avait lui-même comme professeur. Qui m'a dit, mon prof, vous l'avez eu aussi. Alors du coup, vous l'avez rencontré, vous lui avez... Je l'ai revu et on en a parlé. Et il m'a parlé, et il m'a dit effectivement que c'était une situation très particulière. Alors, il a tombé le masque, hein, et puis il n'est plus enseignant aujourd'hui. Aujourd'hui, il écrit plutôt des polars médiévaux. Mais oui, il me racontait cette vie incroyable qu'il avait de se retrouver sur le 4 voix avec Kraftwerk. Il n'écoutait pas que du hard, il écoutait aussi la musique un peu électro et new wave. Et découvrir le nouvel album de Kraftwerk sur une 4 voix en banlieue du Düsseldorf, et puis de revenir le lendemain pour corriger ses copies. Quel c'est trajet. Génial. Ouais, c'est génial. Je trouve ça génial. Ouais. Alors, autre curiosité, la maladie d'amour de Sardou. Il paraît qu'à 4 ans, vous avez été sidéré par cette chanson. Oui, alors je ne m'en souvenais même plus. C'est vrai. Oui, ça faisait partie quand j'étais gamin. Ouais, j'aimais bien cette chanson-là. Ouais. Oui, ça me fait mal à la gueule. Hein. Oui, c'est ça. Mais, Sardou Dominica, il y a... plutôt une chanson que j'aime bien. Voilà. Je tombe le masque, moi aussi. Et puis il y en a un autre aussi. Je n'irai pas plus loin. Hein. Non, voilà, tant pis. On n'ira pas jusqu'au Connemara et compagnie. Hein. Carlos. Ah oui, mais Carlos, ça, c'est l'acmé. J'avais 7 ans et c'est mon premier concert. Vraiment. Hormis Sappho, le premier concert, c'était un podium européen dans la ville de Foix, en Ariège, dont est originaire mon père. Et on était en vacances comme tous les mois de juillet. Et à l'époque, vous aviez des podiums européens, c'était des camions qui s'ouvraient littéralement. Je me souviens très bien. Et avec une scène. Qui se mettaient sur les champs de foire, dans les villes. Et il y avait Carlos. Et ça a été mon premier concert. Et moi, j'ai halluciné. J'étais sidéré par la vitalité de ce mec. Et il y a des images encore que j'ai de ce concert. Et je me revois par moments faire vraiment complètement saisi. Et peut-être me dire à ce moment-là, qu'est-ce que j'aimerais faire ça. Alors justement, le rapport à la scène. Oui. Parlons-en. Tout à l'heure, on évoquait le mot de sobriété. On peut dire que ça vous correspond tout à fait, ça. Sur scène, vous êtes quelqu'un de sobre, assez avare de gestes et de mouvements. Quoique les choses sont un petit peu évoluées. De moins en moins. Hein. De moins en moins. Ça bouge de plus en plus. Ah oui, vous ne m'avez pas vu depuis quelques années. non, si, récemment. Non, si, je crois que justement, j'ai notamment sur la dernière tournée où j'étais beaucoup moins j'étais un peu, en quelque sorte, bridé, si j'ose dire, par le fait d'avoir une guitare dans les pattes. Et sur la dernière tournée, je l'ai vraiment plutôt pas mal mise de côté, bien épaulé par un groupe très solide et justement dans l'idée d'être frontman un peu. Et d'assumer une forme de gestuelle aussi, qui est devenue un peu cliché me concernant, c'est-à-dire que j'ai du mal à en sortir, mais qui marque les gens apparemment. Non mais je sais pourquoi je dis ça, parce que je suis très imprégné par la version symphonique du dernier album, et là pour le coup, sur les images de clips que l'on voit, il y a justement cette économie de mouvement. De toute façon, et que j'adore cet album, autant le dire tout de suite. Merci. Le truc après, c'est que dans le rapport avec les gens, je ne veux pas jouer sur les codes habituels. Les codes, c'est-à-dire le public, demander au public si ça va. Pour moi, ça devrait être puni par la loi, déjà. Parce que pour moi, c'est un manque d'imagination caractérisé. Si on n'a rien de mieux à dire à un public que ça va,
mieux vaut se taire. Et puis bonsoir Grenoble, c'est pas trop mon truc non plus. Donc voilà. Donc de ce fait-là, ça induit aussi un rapport au public. Après, ça dépend des concerts, je ne me force pas, je n'écris pas mes interventions, je les improvise. Je me sers souvent de ce qu'on m'a raconté dans la journée. Des fois, on me raconte des trucs, je me dis, ah bah ça, c'est du pain béni pour ce soir, pour parler avec les gens, pour instaurer un contact, mais qui ne soit pas un contact un peu téléphoné, quoi, on va dire. Et j'aime ça. C'est aussi dans les concerts symphoniques, bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'était un peu des moments aussi entre les morceaux où je pouvais, le chef d'orchestre attendait, savoir si j'allais parler ou pas, et c'était des moments aussi où je pouvais sortir en quelque sorte de la partition, parce que c'est très, voilà, ça se déroule comme sur du papier à musique, évidemment, parce que tout est très écrit et qu'il y a. Et puis alors un arrangement assez exceptionnel quand même. De David Evert. Waouh. David Evert, oui, très beau travail. Ouais. Justement, même plaisir pour vous sur scène avec l'orchestre symphonique et en trio ou deux démarches complètement différentes et deux plaisirs différents. Deux plaisirs différents, parce qu'en trio, je vais être, voilà, ça va être plus une communication à trois qui va s'établir et quelque chose d'une certaine façon plus fragile. Mais justement, et puis la tournée n'est pas encore. Voilà, on a fait l'enregistrement, mais la tournée c'est pour mars. Donc mais on se connaît. Bon, c'est Sébastien Boisseau au contrebasse, Julien Noël au piano. Et après, l'orchestre, c'est plus une opportunité dingue qui m'a été donnée. Ça n'a jamais été un fantasme pour moi de dire un jour je chanterai avec un orchestre. C'est une proposition qui m'a été faite, que je ne pouvais pas ne pas saisir. Ça aurait été indécent. Et j'ai trouvé mes marques. J'ai trouvé mes marques aussi avec un truc, on va dire annexe, mais en même temps qui a été très important. J'ai été récitant, et je vais l'être encore prochainement, de Pierre et le Loup, avec l'ONPL. Et c'était ma première vraie expérience avec un orchestre, et ça m'a donné des petites clés aussi par rapport au son de l'orchestre, par rapport au positionnement, et physique et vocal. Et ça m'a beaucoup servi, en fait, cette expérience de récitant de Pierre et le Loup pour les concerts que j'ai fait avec l'orchestre de chambre de Genève. Du coup, j'étais moins perdu, je suis pas arrivé tétanisé en me disant oh là là là, qu'est-ce qu'ils vont penser, oui. ou je sais pas chanter, et ils sont forts et tout, moi je suis nul. Il y a eu des interrogations sur la voix et la rencontre avec un orchestre symphonique où ça s'est passé assez naturellement. Je crois qu'ils ont travaillé dans l'urgence, l'orchestre. Ils ont été très très vite dans l'appropriation de vos... Ah ben ils vont toujours très vite. Là encore, on a eu quelques journées pour répéter, ce qui était un grand luxe, mais vous imaginez bien le coût d'un... Donc là, on a eu 2 jours et demi de répétition, ce qui était énorme pour un orchestre, parce que des fois, ils font des programmes, ils disent, de pièces classiques. Ils ont ce qu'ils appellent 2 services, c'est-à-dire 2 fois 3 heures pour le concert du lendemain. Donc là, on a eu quand même des conditions optimales. Et après, moi, il y a une forme d'imposture, puisque moi, je ne sais pas lire la musique. Donc c'est toujours un peu étrange, en fait, d'être avec des gens qui jouent vos chansons, écrites par quelqu'un qui ne sait pas lire une partition. Il y a toujours un petit rapport où il faut l'assumer. Moi, je le dis tout de suite au chef d'orchestre. Je lui dis, voilà, crevons l'abcès, je ne sais pas lire la musique. Par contre, c'est assez développé. Je peux entendre les choses. Et pas les subtilités d'orchestre. Ça va être plutôt le rôle de l'arrangeur, David Evert, qui était là, qui avait vraiment une oreille sur tout. Et puis le chef d'orchestre, Raphaël Merlin, très impressionnant. C'est ce qui est impressionnant avec un travail orchestral comme ça, c'est de voir à quel point le chef d'orchestre peut repérer au sein d'un ensemble de 40 musiciens le truc qui va pas. Qui va pas. Sur telle mesure. Ça m'épate vraiment. Ça m'épate vraiment. Ça, j'ai pas du tout ce truc-là. Alors, on parlait tout à l'heure des rencontres et des collaborations. Étonnantes. Alors, Dao, ça ne l'est pas, ça ne l'est plus. Bachung, évidemment, il y en a eu beaucoup d'autres. Julien Doré. Oui. J'allais dire oulala. J'ai envie de dire oulala. Vous aussi. Toi aussi. Oui. Pourquoi? Non, j'ai pas envie de balancer, mais voilà. Et Calogero. Oui. Je découvre sur un album qui s'appelle L'Embellie, 2 chansons qui sont celles que je préfère.
Et elles sont écrites... Le texte. Hein. Le texte, oui. Ouais. Par vous. Et oui, et alors c'est une association qui peut paraître étrange, un attelage étrange. Oui, ben oui. Ça s'est fait, c'est lui qui a parlé de moi à une attachée de presse dans une soirée. Alors elle était un peu surprise, quoi, parce qu'il était en train de chanter mes louanges. Et elle disait, bon, quand même, c'est pas le même monde. Lui identifié comme chanteur de variété, moi comme un espèce de chevalier blanc de la musique, voilà. Ce qui est faux. Et donc, elle est venue me voir, elle lui a dit, mais tu as déjà proposé, tu as demandé de travailler avec toi? Il me dit, non, bah non. Il pensait que j'allais l'envoyer paître, en fait. Et moi, on me dit ça, je dis, ah, tiens, étrange, bon, pourquoi pas. Et c'était en 2005, je me souviens, non, un peu plus tard, 2007, 2008. Et j'étais dans un moment de ma carrière où j'en avais marre un petit peu de m'adresser aux mêmes personnes, d'avoir cette image un petit peu justement de puriste, ça me cassait les pieds. Et donc je l'ai rencontré, on a parlé, je trouvais très sympathique, j'ai commencé par renverser du coca sur ses photos de famille, il a très bien réagi. Et j'ai trouvé très chouette. Il est vraiment très sympa. Ah, c'est un super mec. Et donc on a parlé, puis je suis sorti de chez lui en me disant, qu'est-ce que je vais apporter à ce type-là? Et 2 mois après, je fais un voyage à l'étranger et je commence à écrire et je me dis, c'est pas pour moi. Et je me suis rendu compte que j'écrivais pour lui. Et du coup, j'ai alimenté la machine et puis je suis revenu de voyage, je lui ai proposé des textes, il les a pris. Et il y a toujours eu un rapport c'est quelqu'un de très direct, très droit. C'est-à-dire, s'il aime un truc, il vous le dit. S'il n'aime pas, il ne va pas demander à son manager de vous appeler ou à son agent pour dire... il décroche le téléphone. Il décroche le téléphone, il dit, bah non, désolé, c'est pas bon, ça me plaît pas, ou je me vois pas chanter ça. C'est direct, c'est droit, et c'est... en fait, c'est quelqu'un qui n'oublie pas d'où il vient. Et donc, ça marche bien entre nous. Moi, je fais des textes, hein, lui, il fait ses mélodistes. Et j'ai toujours trouvé que c'était dans son registre quelqu'un qui avait du talent. Et donc, c'est un plaisir de bosser pour lui. Puis un vrai travail sur le son, moi, c'est ce que j'aime aussi. Ouais, mais c'est un fan de musique. Hein. Ouais. C'est un fan de musique. Et puis, il est très, très indépendant, très autonome dans son fonctionnement. Moi, je l'ai vu plusieurs fois avant de rentrer sur scène. Il a un trac absolument fou. Ouais, ça ne m'étonne pas. Est-ce que c'est votre cas aussi? Non. Non, je peux avoir des moments d'angoisse, mais trac fou, non. Non, avec les concerts, avec l'Orchestre de chambre de Genève, c'était un peu différent parce que c'est un peu des one-shots à chaque fois, quoi. C'est un peu c'est des opportunités qui sont données, Mais autrement, non. Quand je suis en tournée, il se passe trop peu de temps entre le moment où vous sortez de scène un soir et le moment où vous rentrez le lendemain sur une autre scène. Il ne s'est pas passé 24 heures. Ouais. Vous êtes juste fatigué. On est dans une mécanique. Ouais, mais que j'aime bien parce qu'on sort des choses qu'on ne soupçonnait pas un soir de fatigue, par exemple. Et ça, j'adore ça. On peut être vraiment galvanisé par une énergie de scène, un retour de public. C'est des choses qui se vivent, en fait, qui ne s'expliquent pas vraiment. Et ça, ça peut être sans le trac. Il y a cette fameuse phrase de Guitry, c'est toujours où J'adore. Oui, moi, j'ai pas de trac, ça viendra avec le talent. Ça viendra avec le talent. Oui, c'est séduisant, mais... c'est drôle. C'est drôle, mais c'est pas vrai. On va terminer. C'est dommage parce que le temps passe hyper vite. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir commencé le quart de ce que je voulais vous faire entendre, dire. Vous avez dû renoncer. Choisir, c'est renoncer. Oui. Dit-on. Et pour ce double album, sur 23 titres. Plus 28. 28. Ouais. 3 inédits. Oui. Et vous avez dû faire des choix. Oui. Il y a Horizon, par exemple, qui n'est pas... que vous avez un petit peu regretté. Oui, l'Horizon, en fait, c'est parce que je l'ai joué beaucoup en concert et que là, j'avais plus de jus. L'arrangeur, David Evert, m'accompagnait sur scène, on le jouait depuis des années, et il n'avait pas d'idée d'arrangement. Et moi-même, je n'avais rien à lui suggérer. Quand on a essayé en trio, ça ne marchait pas. Il y a des chansons comme ça, il faut s'en désolidariser pour y revenir, en fait.
Sauf qu'il y a d'autres chansons comme 22 Bar que vous ne pouviez plus supporter, et que là, vous avez Ouais. retransfiguré, on va dire, Ouais. avec l'orchestre symphonique. Oui, parce Comme que quoi, tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire que cette chanson, ouais, je me voyais pas la faire. Et puis, bon, comme c'est un peu une de celles qui m'a fait connaître, on m'a dit, ah, ce serait quand même pas mal d'essayer. Et David a proposé une version que j'aimais beaucoup. Et pour moi, c'est presque une autre chanson, en fait. C'est même une de celles que je préfère sur la partie symphonique, parce que justement, elle va ailleurs, quoi. Un mot avant de vous entendre, une chanson, une inédite de cet album qui s'appelle L'Humanité. Ça, c'est le Dominica qui met un pied dans la fourmilière de l'actualité et de ce qui se passe en ce moment. Vous avez envie de devenir ce que vous avez toujours refusé d'être, finalement, un chanteur engagé, très engagé. Le problème du chanteur engagé, c'est qu'il ne parle qu'à des gens qui sont déjà convaincus par ses propres idées. Donc, je reste sceptique. Simplement, je suis plus réceptif qu'avant à ce que je vois, ce que je lis, au monde dans lequel j'évolue. Donc, ça rejaillit par moments. C'est pas un credo, c'est pas un nouveau credo, c'est pas l'idée de se dire tiens, bah, maintenant je ne vais plus faire que des chansons sociétales. C'est simplement à un moment donné ça sort comme ça. Vraiment cette chanson elle est arrivée, je l'ai pas vue venir vraiment. J'ai vu juste des images de nazillons qui défilaient dans les rues de Lyon, je ne sais où. Et je me suis mis à la place de leurs parents en me disant et parmi ces gens-là, est-ce qu'il y a justement des gens qui voilà, dont les valeurs sont opposées et qui voient leurs enfants. Enfin, donc je me suis mis dans la position d'un père qui verrait son gamin qui a 10 ans et qui, dans oui, quelques années, pourrait... oui, enfin, c'est ça, c'est une extrapolation. Je n'ai pas vu mon enfant, mais je me suis mis à la place voilà, d'un père possible. Mettons-nous à la place de ce père et profitons de l'humanité. Je t'ai tenu entre mes bras, je t'ai vu jouer dans le jardin, t'ai consolé combien de fois, t'ai vu courir sur les chemins, tout ça pour en arriver là, te voir défiler mains levées, beuglant comme si on ne captait pas des slogans d'inhumanité. Je ne me souviens pas de signes, rien qui nous aurait alertés, de sales gueules qui viennent te chercher, de trajectoires qui se dessinent. Tout est venu d'un coup brutal, les images de ce défilé. Tes yeux fiévreux, ta main levée, l'enfance noyée dans une eau sale. On t'a soulevé dans nos bras, on t'a vu jouer dans le jardin, consolé combien de fois, et nourri quand tu avais faim. Qu'est-ce qu'on peut encore faire de ça? Ne plus t'aimer serait inhumain. Voilà. Elle est belle, hein? Wow. Merci. Il y avait les Enfants de Novembre de Barbara, je sais pas, dans les années 86, où c'était plein d'espoir, machin. D'accord. Et puis il y a l'Humanité aujourd'hui de Dominica. Il y a un truc très drôle, c'est que je t'ai tutoyé au début de l'interview. Ouais. C'est comme si je parlais au chanteur et ses textes. Ouais. Et lorsque je parle de toi, je te vous vois. Ce qui est quand même assez étonnant, non? Ah. Ça va? Ça t'a plu? Très bien, super. C'était super, j'aurais voulu que ça continue, moi. Mais c'était chouette.